Quelles sont les opportunités sur la bourse française en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on continue à regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec la liste. Donc, on s'arrête à Eurazeo dans la dernière vidéo. On continue avec Vision Group, Sopra Steria, Vallourec, Wendel, Covivio Hôtel, Veralia, Tikeo Capital, Société Foncière Lyonnaise et LDC, et JC Deco. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Symbole de cotation boursière, nom d'entreprise, industrie dans laquelle elle opère, market cap en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, la valorisation par rapport aux actifs tangibles, rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, rendement des fonds propres, qui est une rentabilité financière, levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement de l'actionnaire, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est Vision Group, le spécialiste de l'étiquette numérique pour les grandes surfaces, pour la grande distribution. Belle histoire de croissance qui marche très bien. 5 milliards de dollars de market cap, 31% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et c'est principalement de la croissance organique. Donc c'est une très très belle histoire quand même, Vision Group. Les multiples de valorisation, alors, en VE sur EBITDA, c'est exorbitant, 79. Maintenant, je pense que en fait, c'est plutôt un artefact comptable en termes de price to free cash flow. Donc, on fait une perte nette sur les 2 derniers mois, malheureusement. Mais en price to cash flow, on a 12,3. Bon, en gros, c'est le seul multiple un peu utile qu'on peut regarder. Maintenant, il faut mettre le nez dans les comptes pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais 12,3, c'est pas si cher payé pour une aussi forte croissance. Un rendement des capitaux investis qui a 4,8, c'est pas encore mirobolant. Maintenant, c'est une boîte qui a dépassé le seuil de rentabilité depuis que récemment. Donc, il faut lui laisser un peu de temps pour continuer à améliorer sa rentabilité. En termes de croissance, en tout cas, on est plutôt pas mal. Cash net sur le dossier, si on en croit ce qui est affiché ici. Donc, très bien. Pas de problème d'endettement. Il n'y a pas encore de dividende, c'est normal. Bon, voilà. Ça, c'est une superbe histoire de croissance. Maintenant, ça se paye pas encore trop cher, mais la rentabilité, il faut qu'elle s'améliore. Voilà. Donc c'est plutôt un peu spéculatif, mais je pense que c'est quand même intéressant. Sopra Steria, donc là on est sur les ESN. Donc Sopra Steria, ça va être le numéro 2, je pense, numéro 3 en France, derrière Capgemini. 5 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc sur les ESN, il y a eu, donc ils font la croissance externe surtout, mais qui rachètent des cabinets et des sociétés de services qui consolident après. Il y a eu un fort rattrapage, une forte inflation salariale en 2021, 2022, 2023 pour rattraper l'inflation. Ça a quand même attaqué leur marge. L'activité était assez élevée pendant cette période et maintenant on est dans la phase de normalisation du cycle. Et ce qui est bien parce que ça offre un point d'entrée, vu que les multiples sont quand même bas. On a 7,3 VO sur EBITDA, 7,8, 8 en price to free cash flow. Il vaut mieux regarder le price to free cash flow plutôt que le PE sur Sopra Steria, puisque c'est une entreprise qui est mature maintenant. C'est value. Sopra Steria, pour moi, c'est value. On est à 11,7 en rendement des capitaux investis, ce qui est très bien. C'est pas intensif en capital, vu que c'est de la créativité humaine, de l'intelligence. Donc, pas besoin de beaucoup de capital. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, le levier est assez bas. Il monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. Donc, il faut attendre à ce que ça remonte prochainement. Je pense qu'il doit y avoir des dossiers attractifs à acheter à ce niveau dans le marché, là. Donc, plutôt pas mal comme dossier. 2,3% de rendement du dividende et 5% de rendement de l'actionnaire. Donc, ils font des rachats d'actions. Je pense qu'elles sont annulées quand même, ces actions. Ce qui est très bien. Payout ratio a en réalité 20%, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Moi, je trouve que c'est un dossier tout à fait intéressant, Sopra Steria, dans un portefeuille value. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Wendel. Là, on est sur une holding. Donc, les holdings, moi, j'aime pas trop, puisque on est dépendant des décisions du management et de leur allocation du capital. Et le marché non plus n'aime pas trop. Donc, ici, on n'a pas le type de décote sur actifs tangibles, mais en général, les holdings ont une décote par rapport aux capitaux propres et capitaux propres tangibles pour sanctionner justement l'allocation du capital. Bon. Normalement, on regarde plutôt le multiple de PE pour les holdings, parce que c'est plutôt un véhicule financier, mais on fait une perte nette. Donc, difficile à évaluer à ce niveau. Rendement les fonds propres à 6%, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. 2,7 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc, il y a un peu de levier en plus. Un dividende à 5,2%, rendement d'actionnaire à 6%. C'est soutenable, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Bon, voilà. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire que les holdings en général.
Bon, si vous êtes à la recherche de dividendes, ça peut être, à mon avis, c'est le seul argument en faveur des holdings, c'est le dividende. Voilà. Puisque, en général, ce sont des familles qui possèdent les holdings et donc elles veulent se rémunérer et donc elles envoient un payout ratio assez intéressant. Mais autrement, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. Ensuite, on est sur Vallourec. Donc là, on est sur les spécialistes du tube en acier sans soudure. Donc c'est parapétrolier puisqu'ils travaillent avec des pétroliers pour mm, équiper les stations de pompage pétrolier. Donc bon petit dossier qui est une excellente recovery. Il y a ArcelorMittal au capital. Il y a évidemment des rumeurs sur le retrait de la cote par le majoritaire ArcelorMittal. Mais ça, il y a des conditions légales qui font que c'est pas avant quelques années de mémoire. Donc en attendant, on est sur un dossier, une grosse mid-cap, 4,5 en market cap. Pas de croissance en rythme annualisé 5 ans, mais après, c'est un marché qui est très très volatile. On est à 5,2 en VE sur EBITDA, c'est clairement pas cher. 9,4 en PE, 12,13 en price free cash flow. Voilà, c'est des multiples raisonnables pour moi, value même. Donc, un bon petit dossier à ce niveau-là. 12 en vraiment des capitaux investis, ce qui est pas mal, bonne rentabilité opérationnelle. Cash net sur le dossier, c'est pour ça qu'ils envoient des dividendes assez généreux, puisque en fait, le cash, ils en font rien, il ne faut pas forcément d'acquisition. Donc, ils le rendent aux actionnaires, ça c'est plutôt pas mal. 9,2% vraiment du dividende, ce qui est pas mal, ça nous donne à peu près 400 millions. Par rapport au bénéfice net, on a un payout ratio qui est élevé tout de même, donc ça ne sera pas à mon avis durable, ce niveau de dividende. Il faut vérifier la trajectoire de ce dividende. Mais moi je trouve que c'est un dossier tout à fait intéressant. Vallourec, maintenant c'est volatile évidemment, mais c'est bien redressé. Donc ça a sa place dans un portefeuille value. Ensuite, on est sur Covisio Hôtel. Donc là, plutôt la gestion d'hôtel, une rate hôtelière. 4 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, le cycle, les 5 dernières années, a été un peu volatile. Pour les raisons qu'on connaît. On est sur un multiple de PE à 17, c'est ce qu'il faut regarder plutôt, à mon avis, pour les rates, ou le multiple de price to cash flow. Bon, je ne suis pas un spécialiste. Bon, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité sur ce genre de dossier. En vraiment des fonds propres à 6,6%, avec un levier de 7,2, je trouve ça assez médiocre. Maintenant, en fait, il faut, à mon avis, plus regarder les free cash flow pour ce genre de business, et regarder le rendement par rapport au free cash flow. Bon. Voilà. Ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est si c'est le dividende à 6,6%, il y a potentiellement un peu de dilution via des émissions d'actions, il faut vérifier ça. Payout ratio élevé, mais c'est tout à fait classique sur les rates. Voilà. Moi, je suis absolument à l'écart de tout ce qui est immobilier. Maintenant, pour le dividende, ça peut être intéressant, mais toujours prendre en considération la dette sur ces dossiers. Alors, Verallia. Donc là, on est sur le co-leader avec Vidrala des emballages en verre. Donc en fait, leurs clients principaux, ce sont les spiritueux, enfin tout ce qui est production de boissons, alcoolisées, non alcoolisées, etc., emballage alimentaire. 4 milliards de dollars de market cap. Sur ce dossier, il y a une situation spéciale. Un des fonds qui est alors majoritaire au capital, mais qui n'a pas la majorité, mais qui est important au capital, a fait une OPA sur les 28 euros pour se renforcer, sans volonté de sortir l'entreprise de la cote. Donc je pense qu'ils ont profité d'une valorisation qui est basse à cause d'un cycle en difficulté, enfin un marché en difficulté. On regarde par exemple les spiritueux, ils sont complètement à la ramasse maintenant. Donc leurs clients sont à la ramasse, donc eux-mêmes sont à la ramasse, valorisation très basse, donc le fonds s'est dit qu'il allait faire une OPA pour se renforcer en bas du cycle et prendre la reprise et bien profiter de la reprise. Et je pense que c'est tout à fait intelligent. 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu un post-déconfinement, il y a eu un énorme boom chez leurs clients. Donc eux aussi, ils en ont profité. Maintenant, c'est une normalisation assez brutale. Voilà, on a une valorisation. Et ils font beaucoup de croissance externe aussi, soit dit en passant. Valorisation qui est raisonnable. 6,6 en VE sur Mida, c'est value. 16 en PE, 14 en price free cash flow. Voilà, on n'est pas très chèrement valorisé sur Verallia. C'est normal, le cycle est en difficulté. On a un rendement des capitaux investis qui est hyper élevé, 15%, alors que c'est intensif à capital. Il y a des suspicions d'entente avec Vidrala. Vu que c'est un duopole, il y a les autorités de l'anticoncurrence qui font régulièrement des investigations sur ces boîtes. Donc attention, méfiez-vous. On peut avoir des amendes qui tombent à cause des potentielles ententes sur les prix, vu qu'on est un duopole. Donc à garder en tête. Donc très bonne rentabilité, du coup, c'est normal, on est un duopole. 2 fois les bidas net. Donc c'est un peu élevé, mais c'est parce qu'ils font des acquisitions. Ça va redescendre, à mon avis, tranquillement. 6% vraiment du dividende, c'est quand même intéressant à ce niveau, mais le payout ratio est au-delà de 100%, même avec les free cash flow. Donc, c'est pas soutenable à ce niveau. Je pense que ce qui est soutenable, c'est un dividende à 3, 3,5, pas plus. Bon, voilà, c'est value, Eralia. Maintenant, il va falloir être patient que le cycle reprenne chez leurs clients. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Tikeo Capital, donc là, on est plutôt sur une boîte de gestion, je dirais, plus qu'une holding. Ouais, c'est plutôt une boîte de gestion
4 milliards de dollars de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance. On est sur un multiple, alors plutôt une boîte financière, on va dire, un multiple de PE à 26 qui est élevé. Donc c'est cher payé pour un rendement des fonds propres qui est médiocre. Vous êtes à 5% de rendement des fonds propres, c'est pas terrible, avec une dette à 3,6 fois l'EBITDA. Je trouve ça pas terrible. 4,2% de rendement du dividende, un peu de dilution potentielle, un peu de ratio à 83%, voire au-delà de 100% si on regarde les free cash flow. Non, moi, résolument, plutôt à l'écart de Tikeo Capital. Ensuite, société foncière lyonnaise. Je ne connaissais pas cette entreprise, mais quand je vois Office Rates, je pars en courant parce que l'immobilier bureau en France est sinistré et à mon avis, c'est structurel à cause des changements de société et le télétravail. On n'aura pas besoin d'autant de bureaux qu'avant. Donc, moi, je pense que c'est un segment du marché qui est un peu condamné quand même. 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé de 5 ans. Une multiple de PE à 18, ce qui est un peu cher, je trouve. Pas de décote sur actifs tangibles en plus, sachant que l'immobilier qu'ils ont dans leur bilan, à mon avis, est surévalué, puisque la réalité du marché immobilier actuel et de bureaux surtout est compliquée. Donc pour moi, il n'y a pas assez de marge de sécurité sur ce dossier. 6,3% de rendement du dividende, 6% de rendement des fonds propres, ce qui n'est pas exceptionnel. Beaucoup de dettes, comme dans toutes les foncières. C'est pour ça que moi, j'en suis à l'écart. Donc, moi, plutôt passer mon tour là-dessus. LVC. Donc là, on est sur le leader français du poulet. En fait, il y a même plus de concurrence dans le marché. Ils sont quasiment en monopole. Quasiment 4 milliards de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance. Et pourtant, vous avez un multiple qui est value. Forte croissance. Croissance moyenne, on va dire. Multiple value, PE à 15. Attention, il y a un problème de free cash flow. Donc, peut-être qu'ils ont fait une dépense en capital élevée. Je pense qu'ils font encore la croissance organique. Et c'est pour ça qu'ils réinjectent du cash dans la boîte. Donc, bon, c'est rien à voir si c'est structurel ou conjoncturel, mais je pense qu'on n'est pas très cher payé quand même sur LDC. 8% de rendement des capitaux investis, ce qui est tout à fait correct sur ce genre d'activité. Cash net sur le dossier, très bien. On est à 1,4% de rendement du dividende, 1,8% en rendement à l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions, mais je ne pense pas qu'elles soient annulées, il faut regarder. Payout ratio est à 50% si on regarde par rapport au free cash flow. Bon, et pour l'instant, le dividende n'est pas très intéressant. LDC, ça a sa place dans un portefeuille value sans aucun problème. JC Deco, donc là c'est plutôt de l'affichage publicitaire urbain, donc tout ce qui est abri de bus, panneaux publicitaires, etc. 4 milliards de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 5,6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 4,5 en price sur free cash flow, c'est vraiment pas cher ce dossier-là. C'est une histoire de recovery aussi, ça se passe plutôt bien je pense sur ce dossier. On est à 4,6 en rendement des capitaux investis, ce qui n'est pas incroyable quand même, d'un point de vue rentabilité. 2 fois les l'EBITDA net, donc la dette est en train de baisser, c'est bien. 3,6% vraiment du dividende, mais il est complètement neutralisé par des actions qui sont mises en circulation. Est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Dans ce cas-là, c'est un peu dommage, puisque le dividende est finalement complètement annulé. Free cash flow plus avec le bénéfice net, bon, le payout ratio est soutenable sans problème. Donc JC Deco, je pense que ça aussi, ça place dans un dossier, dans un portefeuille value. C'est plutôt un dossier recovery, mais ça peut être intéressant à aller creuser plus en détail. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on regarde ensemble JC Deco. Qu'est-ce qu'on va garder dans cette liste? Alors, vous faites de la value, on va sur Soprasteria. Alors, c'est pas un conseil en investissement, mais on regarde Soprasteria, on regarde Valorec, on regarde Verallia, on regarde LDC, on regarde JC Deco. Il y a de quoi faire quand même. Vous faites de la croissance, on peut regarder Vision Group. Et voilà, je pense que le reste, plutôt à l'écart. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.